Bon après-midi tout le monde. Écoutez, très content d'être ici avec vous. Merci à Cynthia pour l'invitation. Mathieu vient de le mentionner, je suis professeur dans un département de finances, assurance et immobilier, donc l'attention naturelle, là, quand on parle de catastrophes naturelles, c'est beaucoup en termes d'assurance à parler de l'assurance de dommages, là, les dommages physiques, les dommages matériels. Aujourd'hui, je mets un chapeau un peu différent. Je viens vous parler de dommages que je vais appeler invisibles, c'est-à-dire des dommages qu'on a moins tendance à considérer d'emblée lorsqu'on pense à une catastrophe naturelle, entre autres choses dans un contexte là, de changement climatique. Alors, je vois que mes acétates ne sortent pas parfaitement, mais de façon générale, quand que je parle de conséquences moins visibles, c'est beaucoup des conséquences sur la santé mentale, des conséquences sur la perte en termes de sentiment de perte de chez soi. Et ultimement, quand on met tout ça ensemble, c'est une perte de satisfaction dans la vie, une perte de bien-être. Et pourquoi c'est important de tenir compte de ces conséquences un peu moins visibles-là? Eh bien, c'est parce que si on les intègre dans les programmes de soutien, dans les programmes d'indemnisation, ça peut, de un, favoriser la résilience, parce qu'au bout de la ligne, ce n'est pas le bâtiment et sa structure qui est si important, mais c'est l'humain qui l'habite. Dans un deuxième temps, ça peut aussi avoir plus de connaissances sur ces conséquences invisibles-là, nous aider à améliorer nos programmes de soutien, entre autres choses, en enrichissant les modèles d'évaluation du risque. Mais pour pouvoir améliorer un modèle d'évaluation de risque en y intégrant des dimensions plus sociales ou encore plus humaines, ça prend de l'information. Alors, ce que je viens vous parler aujourd'hui, c'est de quelques projets de recherche auxquels j'ai eu le plaisir de participer dans les dernières années. Des projets de recherche dont certaines dimensions portaient justement sur les conséquences non visibles de catastrophes, entre autres choses d'inondations. Alors, je vais vous présenter un petit résumé très rapide de 3 projets qui ont tous les 3 été financés par un organisme subventionnaire qui s'appelle le Réseau Inondation intersectoriel du Québec, un réseau qui a été mis sur pied là, avec l'aide des fonds de recherche du Québec il y a quelques années. Alors, d'entrée de jeu, premièrement, le premier projet va porter sur les conséquences des inondations sur la santé psychologique et via une enquête, un sondage, on va obtenir de l'information sur comment est-ce qu'un événement de vie majeur tel qu'une catastrophe, ça a un impact sur la prévalence de souffrir de différentes problématiques de santé mentale. Ensuite, on va utiliser des données statistiques par municipalité, mais toujours dans un contexte québécois, pour regarder comment la trajectoire d'utilisation des soins. Ce que j'entends par là, est-ce qu'il y a plus de diagnostics, est-ce qu'il y a plus de consommation de certains types de médicaments et ainsi de suite? Eh bien, comment la survenance d'une catastrophe, d'une inondation, a eu un impact sur, de façon agrégée, la prévalence d'observer dans le milieu de la santé davantage de problématiques, autant sur le moyen, sur le court, sur le moyen que sur le long terme. Et finalement, troisième projet de recherche, on va s'intéresser aux pertes de satisfaction de façon plus générale et on va y aller avec un exercice de monétisation. On va exploiter un modèle utilisé en économie comportementale pour donner une valeur, pour chiffrer l'importance des impacts moins visibles. Et l'idée derrière le fait de le chiffrer, ce n'est pas d'avoir une estimation précise, mais c'est de pouvoir le comparer aux dommages matériels pour montrer est-ce que c'est vraiment significatif et important qu'on s'y attarde. Alors, sans plus attendre, premier projet de recherche, conséquences sur la santé mentale. Il y a 4 dimensions, 4 problématiques qu'on a investiguées en priorité, soit la détresse psychologique, l'anxiété, la dépression et le stress post-traumatique. Donc, j'ai eu la chance de collaborer avec des collègues professeurs en santé publique, en soins infirmiers et en travail social là, pour ces recherches-là. Mais ici, ces 4 problématiques-là, ce sont celles que la littérature existante nous mentionnait que oui, une catastrophe a un impact significatif et pour lesquelles, surtout, on a des questionnaires normalisés qui, en posant des questions aux sinistrés, nous permettent de déterminer si oui ou non le répondant souffre d'un de ces problèmes-là. Alors, ce que vous voyez, les 3 bandes de couleurs, bien d'abord en gris, dans la population qu'on a évalués, qu'on a sondés, ce sont ceux qui n'avaient pas été inondés en 2019 et c'est des sondages qui ont eu lieu à peu près 18 mois à 20 mois là, après les grandes inondations du printemps 2019 au Québec. Alors, vous voyez que dans la population en général, telle que reflétée par la barre en gris, bien, il y a déjà une certaine prévalence non nulle là, de problématiques de santé
mentale. Maintenant, on a eu 2 classes de personnes sondées selon la gravité de leur exposition aux inondations de 2019. Alors, en jaune, on a des gens qu'on a appelés perturbés, des gens qui ont, par exemple, manqué d'électricité durant 5 jours ou plus, manqué d'eau potable durant 5 jours ou plus, qui ont eu leur terrain à être inondé, mais qui n'ont pas rapporté soit de dommages en lien avec les inondations, soit une pièce, un milieu de vie, une pièce importante qui a été réellement submergée. Alors, on voit déjà que pour certaines problématiques, les barres en jaune sont légèrement supérieures aux barres en gris, ce qui illustre, en termes de statistiques descriptives de base, qu'il y a quand même une prévalence un petit peu plus élevée. Ensuite, on a en rouge ceux qui ont vraiment rapporté avoir subi des dommages en lien avec les inondations. Et là, vous remarquez que pour les 4 problématiques de santé mentale, la prévalence est supérieure à celle qu'on observe lorsqu'on a été perturbé ou lorsqu'on n'a pas été du tout affecté par les inondations. On a appliqué des modèles économétriques pour aller un petit peu plus loin. On a contrôlé pour les variables qui pourraient être des prédicteurs de la probabilité de souffrir de problématiques de santé mentale. Et même en appliquant ces mesures de contrôle supplémentaires-là, ce qu'on a surtout observé, c'est une hausse marquée et statistiquement significative de la prévalence d'anxiété et de stress post-traumatique. Et quelque chose qui est intéressant qui a émergé de ces données-là, c'est le fait que les pertes matérielles ne sont pas un bon prédicteur pour vérifier si quelqu'un a une plus grande susceptibilité de souffrir de problématiques de santé mentale. À partir du moment où est-ce qu'on subit une inondation, peu importe qu'on ait une perte de 5 000 ou de 100 000 $, on a observé davantage d'anxiété, légèrement plus de dépression et ainsi de suite. À une exception près, le stress post-traumatique. Pour ce qui est du stress post-traumatique, quand on avait des répondants, des personnes sondées qui avaient des pertes plus importantes, c'était corrélé avec une probabilité plus forte, une prévalence plus haute de souffrir de stress post-traumatique. Et une dimension de ce projet de recherche-là que je voulais partager avec vous, c'est qu'on a regardé à quel point est-ce que les mesures de soutien ou d'indemnisation ont aidé à se prémunir contre une hausse des problématiques de santé mentale. Ici, on parle d'inondation. Alors, le programme de soutien principal auquel les répondants ont eu accès, c'est le fameux programme général d'indemnisation et d'aide financière, là, tel que présenté par Mathieu, administré par le ministère de la Sécurité publique. Alors, ce qu'on a observé, c'est que, de façon générale, les répondants qui ont mentionné être insatisfaits des mesures de soutien, eh bien, ce sont ceux chez qui il y a une prévalence beaucoup plus grande de problématiques de santé mentale. Et on a regardé les différentes dimensions en termes de satisfaction par rapport au programme de soutien. Et ce n'est pas tant l'ampleur de la compensation qui a émergé comme variable la plus importante, c'est plutôt le sentiment d'équité envers le programme de soutien. Alors, je sais que le temps est limité, alors je vais passer tout de suite au deuxième projet de recherche. Celui-ci, c'est une analyse qu'on a fait en comparant des municipalités qui ont été inondées avec d'autres municipalités qui n'ont pas subi d'inondation. En termes statistiques, on a utilisé un modèle de double différence là, pour réussir à isoler l'effet qu'ont pu avoir les inondations sur la prévalence en termes d'utilisation des services de santé en utilisant des données là, de la RAMQ comme indicateurs principaux. Alors ici, je rapporte les conclusions là, dans le graphique pour 2 types d'utilisation des services de santé, ceux qui ont émergé de notre recherche comme ayant été affectés significativement par la survenance d'une catastrophe. Il y a d'abord les prescriptions en lien avec les problématiques de santé cardiaque. Donc, du côté gauche du graphique, vous voyez dans le petit encadré en bleu qu'il y a une augmentation, mais pas sur le court terme dans l'immédiat, sur le moyen terme, horizon de 3 ans, et sur le plus long terme, horizon de 5 ans, en termes du nombre, de la prévalence des prescriptions liées à des classes de médicaments portant sur le cœur, des problèmes cardiaques. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que si on s'attarde uniquement aux effets à court terme, on n'observe absolument rien dans les données. Il faut aller pour le plus long terme pour commencer à voir un effet se manifester. Deuxième type de problématique de santé, la santé psychologique.
Alors ici, c'est via les diagnostics, la prévalence des diagnostics liés à des problématiques de santé psychologique là, qu'on a observé un impact, mais un impact, encore une fois, qui ne se manifeste pas dans la première année et qui ne se manifeste pas non plus sur un horizon plus de moyen terme de 3 ans. Il faut attendre sur le plus long terme pour commencer à voir un impact sur les problématiques de santé mentale. Et ça a un lien direct avec qu'est-ce que les programmes de soutien offrent actuellement. Souvent, les programmes de soutien sont centrés plus sur les besoins court terme suite à une catastrophe que sur les besoins de plus long terme. Et quand on a pris la peine de comparer les municipalités qui avaient été aucunement inondées là, sur les 20, 25 ans de données qu'on avait, les municipalités qui avaient été inondées une fois et les municipalités qui avaient été inondées à de nombreuses reprises, on voyait juste en termes de statistiques descriptives de moyenne qu'il y avait une évolution progressive là, dans l'utilisation des services de santé selon le nombre de fois qu'une municipalité avait été inondée. Évidemment, ici, ce sont des corrélations. Ça n'implique pas que l'événement, l'inondation, a un lien de cause à effet, mais ça nous oblige à aller plus loin et ça pousse la réflexion en termes de, oui, on sent qu'il y a quelque chose dans les données qui mérite d'être investigué davantage. Et au bout de la ligne, bien, les impacts invisibles, les données et les résultats qu'on obtient de cette analyse-là nous poussent à croire que l'arrivée de catastrophes naturelles a un impact en termes d'offres et de demande des soins de santé au Québec. Et c'est quelque chose qu'on devra évidemment tenir compte dans un contexte de changement climatique où les événements pourraient être plus fréquents et ou plus sévères. Pour ce qui est du troisième et dernier projet de recherche, ici, on s'attarde à monétiser la perte de satisfaction. Alors, on a sondé encore une fois des victimes d'inondations et d'autres personnes qui ont heureusement pour eux, n'ont pas été victimes d'inondations, afin d'identifier quelle est la perte de bien-être moyenne que les gens ont subie. Donc, il y a une série de questions qui étaient posées, qui portaient sur la satisfaction dans la vie et la satisfaction dans différentes dimensions de la vie familiale, vie financière et ainsi de suite. Ce qu'on a observé dans les données, dans l'analyse qu'on a fait de ces données-là, c'est que les inondations entraînent une perte de satisfaction qui est statistiquement significative, et c'est difficile d'évaluer qu'est-ce que ça représente une perte de satisfaction, mais le coefficient qu'on obtenait là, en résultante de notre modèle était d'une ampleur similable, mais d'un signe opposé au fait d'être en couple. Alors, en général, les gens sont plus heureux ou rapportent une meilleure satisfaction lorsqu'ils ont un conjoint qui ne souffre pas de solitude. Eh bien, la perte de satisfaction qu'on observe est à peu près d'une même grandeur, même amplitude que le gain lié au fait d'être en couple. Alors, c'est quand même quelque chose qui a une réalité tangible en termes de gain. Ça n'a pas juste une réalité statistique, mais on voit qu'on est capable de l'interpréter, là, son importance, jusqu'à un certain point. Et cette perte de satisfaction-là, une fois qu'on regarde en équivalent salaire, là, en d'autres mots, combien d'argent de plus quelqu'un aurait dû avoir comme revenu pour obtenir le même niveau de satisfaction que s'il n'avait pas été inondé, bien, on obtient des estimés qui varient entre 60 et 100 000 $. Et ça se compare avec les dommages matériels, les pertes matérielles qui ont été recensées par les sinistrés. En moyenne, les sinistrés ont eu des pertes matérielles à la hauteur d'à peu près 35 000 $. Alors, on nous parle que la partie invisible serait évaluée à peu près 60 000 $ pour quelqu'un qui vit un événement traumatique comme une inondation pour une première fois, et quelqu'un que ce n'est pas la première fois qu'il vit une inondation. Dans le cas des personnes sondées, souvent quelqu'un qui l'a vécu en 2017 et qui le revit en 2019, eh bien là, la perte de satisfaction se chiffre à environ 100 000 $. Alors, ça donne une réponse à la question qu'on posait de prime abord, à savoir que oui, les éléments invisibles, les impacts invisibles liés aux catastrophes naturelles, bien, ils ont une réalité qui est, elles sont présents, ces impacts-là de un, et ils ont une réalité en termes d'importance pour les gens qui est aussi, sinon plus importante que les simples dommages matériaux. On a rajouté le fait d'avoir reçu une indemnisation du PGAF, du Programme général d'aide financière, à l'intérieur de l'analyse. La bonne nouvelle ici, c'est qu'on observe que le fait d'avoir obtenu de l'aide de la part de ce programme de soutien gouvernemental-là a réduit la perte de satisfaction. Donc, on voyait que ceux qui avaient pu bénéficier du programme avaient une perte de satisfaction qui était moins importante. Par contre, c'est
une récupération partielle seulement de la perte de satisfaction. Alors, quand on met tout ça ensemble et qu'on rajoute des entrevues qu'on a faites aussi auprès des répondants, on peut se demander comment est-ce qu'on peut améliorer les choses en termes de protection, de soutien et d'indemnisation. Alors, beaucoup de répondants, quand on analysait leurs réponses et les conversations qu'on a eues avec eux, nous parlaient de certaines caractéristiques qui seraient désirables pour soit des polices d'assurance ou encore pour des programmes de soutien gouvernementaux. De un, prolonger la période d'indemnisation pour les frais indirects. On avait beaucoup de répondants qui, même 20 mois après l'événement, n'étaient pas encore en mesure de réintégrer leur propriété. Et si on a une période de couverture pour des frais annexes, donc se reloger temporairement quelque part, qui a une période de validité de 6 mois ou de 1 an, on se retrouve avec un déficit de protection, un déficit d'assurance ici. Deuxièmement, encourager la reconstruction résiliente. Alors là, ici, je fais écho à la présentation précédente, mais réussir à reconstruire mieux, c'est également quelque chose qui ressortait beaucoup des conversations qu'on avait eues, notamment en lien avec la diminution du stress qui vient de la certitude que si un autre événement survient, eh bien, les effets seraient moins importants pour nous ou notre propriété. Et une dimension que je trouvais un peu plus anecdotique, mais intéressante à rapporter, c'est un meilleur accompagnement et une valorisation du do-it-yourself. Dans un contexte d'événements majeurs qui impactent simultanément un grand nombre de ménages, eh bien, la pression qu'il peut y avoir sur l'industrie de la construction et les autres experts est très importante. Alors, si les compagnies d'assurance, le gouvernement et les autres acteurs clés du milieu sont en mesure de réduire quelque peu la pression sur les industries qui sont en demande suite à un sinistre, peut-être par exemple en aidant les gens qui sont en mesure, qui ont le savoir-faire manuel pour reconstruire eux-mêmes, eh bien, ça pourrait être bénéfique. Et finalement, la dimension principale qui émerge de ces recherches-là, c'est vraiment de développer des protections non seulement en lien avec les pertes matérielles, mais également avec les pertes plus invisibles. Donc, peut-être penser à développer un avenant de type bien-être qui pourrait couvrir des consultations médicales, des séances de soutien familial, aussi juste des séances là, qui favorisent la cohésion communautaire. Et évidemment, cette recommandation-là vient avec certains défis, entre autres en termes légaux, puisque ce sont des types de protection qui seraient davantage associés à l'assurance de personnes qu'à l'assurance de dommages. Alors, je m'arrête ici. Je vous remercie.